Ok, bonjour, encore malade. Bonjour. On est là pour parler de ton album Il nous restera ça, sur lequel tu as invité 10 autres auteurs à écrire. Alors, moi, je voulais savoir d'où venait cette phrase Il nous restera ça, parce que tu as expliqué que c'était une phrase que toi, tu avais écrite et que tu voulais un album autour de cette phrase qui était assez grave. Mais pourquoi celle-là en particulier? C'est difficile à dire, ouais, j'avais écrit un texte où cette phrase revenait. Et du coup, je m'étais dit, tiens, cette phrase, elle pourrait être assez forte, assez marquante pour que ce soit la phrase qui revienne dans les textes de chacun des auteurs. Oui, il y avait une certaine gravité, un truc un peu solennel. Du coup, je me suis dit qu'il y avait sûrement des choses à dire autour de cette phrase. Et l'autre particularité, c'est qu'elle est assez ouverte, cette phrase. Et du coup, ça permettait de pas, enfin voilà, qu'on fasse pas 15 fois le même thème. Mais derrière ces mots, il nous restera ça, on peut parler de beaucoup de choses. Donc c'était aussi l'intérêt. Ouais. Est-ce que parler de choses graves, c'est plus facile d'écrire sur des choses graves? J'ai l'impression que oui. Moi, mes premiers textes étaient souvent plus graves. Et après, par la suite, je me suis dit, tiens, mais c'est aussi un beau défi et sympathique d'écrire sur des trucs légers, de faire des textes drôles. Voilà, c'est peut-être pas le plus naturel. Mais après, même autour de Il nous restera ça, il n'y a pas que des choses graves. Voilà, moi, j'ai 5 textes sur cet album. Je suis plutôt parmi ceux qui ont fait des choses plutôt ouvertes, souriantes, mais dans certains textes, et heureusement, il y a des fois des choses un petit peu plus graves. Et du coup, le début du projet, alors comment ça se monte ce genre de projet? Bah, La toute première personne, c'était qui? La toute première, c'est une bonne question. Alors ça démarre déjà d'une idée, quoi, d'une envie. Voilà, j'ai envie de faire cet album multi-auteur où chacun vient écrire un texte inédit et vient l'interpréter, ce qui arrive rarement. Je n'ai pas d'autres exemples dans l'industrie du disque d'un album, c'est mon album et pourtant j'apparais pas à chaque piste. Donc ça c'est quand même assez original. Et voilà, on voit souvent des albums multi-artistes qui sont que des interprètes, des reprises. Là c'était un album d'auteur. Et après les premiers à qui j'ai proposé, ça doit être Ben Mazué, ça doit être Charles Aznavour, Jeanne Chéral, ça doit être eux les 3 premiers peut-être, je ne sais plus exactement l'ordre. Mais, et quand tu leur en as parlé à eux, tu avais déjà parlé du projet d'album à quelqu'un au-dessus aussi qui t'avait donné un feu vert? Comment ça s'est... J'ai la chance de ne pas avoir de feu vert à demander. Je suis en production indépendante, donc on fait les disques qu'on veut. Après, éventuellement, ça intéresse des maisons de disques qui nous distribuent. Voilà, sur le moment, je travaille avec mon pote qui est mon producteur, Jean Rachid. Et à ce moment-là, je ne me pose pas trop la question de l'industrie du disque. Je fais le projet que j'ai envie de faire. Et justement, tu disais plutôt que tu avais voulu un album d'auteur. Pourquoi pas un album de duo, par exemple? Justement, ça m'a traversé l'esprit. Au début, je me demandais un peu dans quelle direction on allait. Je me suis dit, il y aura peut-être des solos, il y aura peut-être des duos, je ne savais pas trop. Et finalement, je me suis dit que le duo, c'est encore un exercice particulier. Il faut trouver un thème où il faut encore trouver une alchimie entre 2 écritures. Là, j'avais envie de textes assez personnels. Et pour que le texte soit le plus personnel possible, il faut laisser une totale liberté, le laisser tout seul dans son coin, écrire. Et je me suis dit que ce serait peut-être encore plus beau sur un album d'auteur d'avoir que des textes en solo, même si au final c'est sous l'étiquette de l'album le mien, l'album Grand Corps Malade, parce que moi j'ai écrit 5 textes alors que les autres en ont écrit qu'un, parce que aussi c'est mon idée, mon projet, et que après j'ai fait un peu de coordination artistique, récupérer les textes, convaincre, mettre en musique, etc. Donc c'est vraiment bien mon album, mais il y a plein d'autres textes en solo. Je trouve que le concept voilà, je trouve ça marrant. D'accord. Et je viens de t'entendre dire écrire dans son coin. Ça veut dire que tous les gens qui ont écrit des textes, ils les ont écrits tout seuls? Ce qui me semble pour celui de Renaud, tu disais que tu étais allé le voir. Ouais, c'est le seul. Renaud, c'est un peu une histoire particulière. Voilà, parce que Renaud m'avait dit pourquoi pas quand je lui avais proposé le projet, mais voilà, c'est un secret pour personne. Il n'était pas dans une grande période d'écriture. Et du coup, il m'a dit pourquoi pas, viens me voir, on en reparle. Donc voilà, là je suis allé le voir. Et oui, là j'étais avec lui, c'est moi qui ai pris la feuille et le stylo, et c'est moi qui ai lancé un peu le truc. Et puis après, c'est lui qui m'a dicté son texte. Ce qui était moi qui suis grand fan de Renaud, forcément c'était un grand moment pour moi, d'assister presque en tant qu'acteur, en tant que témoin privilégié au retour à l'écriture de Renaud depuis 8 ans. Mais c'est le seul qui se fait dans ces conditions-là. Pour tous les autres, voilà, j'ai donné cette phrase, j'ai dit écrivez sur tout ce que vous voulez, mais il faut insérer cette phrase, il nous restera ça. Et j'ai attendu patiemment que les gens m'envoient leur texte a cappella. Je leur ai demandé qu'ils me l'enregistrent, même sur un iPhone, un truc à l'arrache, juste avoir leur voix pour ensuite bosser sur la musique. D'accord. Et tu as récupéré les textes bruts ou tu les as retravaillés? Comment ça s'est passé? Non, je les ai récupérés bruts.
j'avais briefé donc 2 compositeurs un peu fous, géniaux, qui sont Babix et Angelo Follet. J'avais briefé un peu sur la couleur que j'imaginais. Et donc eux ont mis de la musique sur mesure sur les textes. Alors des fois, il y a certains textes qui étaient d'assez bonne qualité au niveau de l'enregistrement pour ne pas les retoucher. Et d'autres fois, on a demandé, une fois que la musique existait, on a demandé à l'auteur, à l'artiste de revenir en studio reposer une voix. Voilà, ça dépend des fois. Oui, parce que je crois que ce qui s'est fait, c'est qu'en fait, les gens qui ont écrit les textes donc, n'ont pas travaillé sur la musique. Elle a été écrite indépendamment. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu ce rôle de coordinateur artistique, c'est que je leur ai pas dit, voilà, faites-moi une chanson. Je leur ai dit juste, livrez-moi un poème. Et après, nous, on a mis le poème en musique. Et ça a été quoi leur retour sur la musique? Enfin, tout de suite, ils ont dit OK, j'accepte ouais, ça. il y a eu une ou deux, des fois, ah ouais, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Enfin voilà, forcément, mais c'était le but aussi. Hein. C'était des fois de les sortir un peu de leur confort habituel. Et surtout, nous, il fallait qu'on ait une cohérence musicale sur l'ensemble de l'album. Voilà, il y a quand même 11 voix différentes, plein de thèmes différents. Moi, même si j'apparais à plusieurs moments dans l'album et que ça donne aussi une sorte de fil rouge, la musique, c'était surtout ça qui allait donner la cohérence globale à l'album. Et je suis, mais alors, ravi, comblé du résultat et du travail donc, de Babix et Angelo Follet, qui participent vraiment à avoir fait de cet album une œuvre assez rare. Et c'est marrant parce que tu parles de cohérence, effectivement, il y a une cohérence. Et en même temps, je trouve qu'il y a des univers très différents selon les chansons. Enfin, si on prend Luciole et qu'on prend Eric Orsena, rien à voir. Ouais. Est-ce que du coup, tu leur avais donné une ligne directrice aux compositeurs en leur disant adaptez-vous, créez un univers autour d'une personne particulière? Non, ouais. Alors moi, je leur ai parlé plutôt de la globalité. Je leur ai dit voilà, on va faire un album de textes, de poèmes, mais sortons du cliché. Qui dit poème dit piano-voix. Voilà, je ne veux pas, sous prétexte qu'on essaye de mettre un texte en avant, voilà, faire le classique, une belle petite musique derrière. Voilà, c'est de la poésie, mais je me suis dit on peut aussi montrer que la poésie c'est moderne, c'est musclé, et c'est pour ça que je voulais de la musique un peu, voilà, qui va nous pousser un peu, nous bousculer, un peu d'électro. Enfin, voilà. Ils sont même allés plus loin dans le délire que j'imaginais, et je les en remercie. Mais après, non, sur le cas par cas, je les ai laissés avec leur sensibilité, leur analyse à eux du texte. Et vraiment, voilà, c'était eux qui ont chapeauté la musique. D'accord. Et tu parles de poèmes, et le premier morceau de l'album, justement, c'est L'heure des poètes, donc qui rend hommage à tous les gens que tu admires. C'est quoi pour toi être un poète maintenant en 2015? Je sais pas trop. Ce mot poésie fait un peu peur, on sait jamais trop ce que ça veut dire. Un poète, c'est quelqu'un qui a une certaine vision du quotidien et des fois qui essaie de la traduire en mots, en essayant de faire en sorte que cette traduction sonne bien. Voilà, la poésie, évidemment, c'est du fond, mais aussi de la forme. Alors on essaie de mettre les mots en forme pour qu'il y ait des belles sonorités, pour qu'il y ait des belles images. Et en même temps, pourtant, on parle vraiment de la vraie vie. Je sais pas, c'est peut-être un truc comme ça, la poésie, je sais pas. D'accord. Et toi, tu mets des mots, justement, tu fais des ateliers, je crois, dans des maisons de retraite, des prisons, avec des enfants. Est-ce que c'est différent de travailler avec des enfants, des grands artistes, ou au final, il y a des choses qui se retrouvent? Là, je l'ai fait un peu de la même façon. C'est vrai que cet album, c'est presque un atelier slam géant où j'ai réuni une dizaine de personnes. Je leur ai donné une phrase. Je leur ai dit, bon, maintenant, vous avez 2 heures. Bon, là, sauf qu'ils avaient 2 mois. Mais en tout cas, voilà, vous devez m'écrire un texte inédit en plaçant cette phrase. C'est vrai que ça fait un peu atelier slam. Du coup, c'est différent. Sauf que là, dans mon atelier slam, il y avait des gens que j'admire depuis des années. Donc, c'était quand même... Il y avait une résonance particulière. Et est-ce qu'ils t'ont raconté dans quelles conditions ils ont écrit leur texte? Non. Jeanne Chéral, je le sais à peu près. Elle m'a dit... elle était dans un parc, je crois, sur un banc. Non, c'est les autres, je sais pas. Je leur laisse le mystère de leur création. Et tu disais que tu l'avais fait enregistrer a cappella, et quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur l'album, c'est que justement il y a des tonalités de voix très particulières, très identifiables. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais? Pas spécialement, non, vraiment sur l'interprétation, sur la diction, sur la manière. Je leur ai dit au début, c'est plutôt un album de texte, donc ce sera plutôt du texte scandé, voilà. Je leur ai dit, il faut plutôt dire le texte, mais celui qui a envie de chanter, de chantonner, de susurrer, il fait ce qu'il veut. J'avais une espèce de règle, et évidemment, par définition, la règle, elle est faite pour être transgressée. Donc, du coup, tout le monde a plutôt joué le jeu du texte parlé. Il n'y a que Luciole qui a chantonné, c'est plutôt marrant parce qu'elle vient plutôt du slam. Moi, je la connais depuis 10 ans du slam. Renaud, scande ses couplets mais chante son refrain. Mais sinon, tout le monde a plutôt joué le jeu du texte parlé. Mais à part ça, non, je ne leur avais pas donné d'indication particulière. Souvent, moi, j'ai tendance à dire que le rythme, l'interprétation, elle est déjà pratiquement dans les mots. Donc,
quand il y a un texte qui est écrit, on le dit, bah voilà, même si tu le dis que pour toi, tu as déjà un rythme qui est inhérent à la forme. Oui, parce que ce qui est très surprenant, j'entends Charles Aznavour, qui est quand même quelqu'un qui a une voix énorme et qui ne fait que parler sur le disque. Mais ça reste magistral. Ouais, Justement, c'est lui qui est un chanteur évidemment incroyable. Là, c'est la manière de dire son texte, qui est une espèce d'hymne à la création. Et voilà, ça met des frissons parce que voilà, son texte est magnifique et sa voix, la manière de nous l'interpréter comme s'il nous disait je sais pas, presque, tu vois, comme un testament, genre, voilà, quand je partirai, il vous restera ça. J'ai pas fait exprès, mais en tout cas, il vous restera voilà, ce que moi je pense de la création. Son texte, il est magnifique. Et la création, c'est un des thèmes de l'album. Alors moi, j'ai le sentiment en l'écoutant aussi que en fait, tes parties à toi, elles servent d'interlude pour différents thèmes. Alors, je sais pas, est-ce que c'était volontaire qu'il y ait des Non, c'est pas regroupements si simple que ça. Alors c'est vrai que moi, la particularité, c'est que j'en ai écrit 5, donc ça me permet moi d'aborder plusieurs thèmes. Alors oui, j'ai démarré par l'heure des poètes, qui est une sorte voilà, de belle introduction à cet album de textes, et où en plus je fais part de mon hommage à mes idoles, et il se trouve qu'il y a certaines idoles qui sont dans l'album, donc ça tombe bien. Ensuite, je finis par le texte « Il nous restera ça », dans ce monde de brut, quelques grammes de poésie. En fait, c'est ce texte qui m'a donné l'idée de ce thème. J'avais commencé à écrire ce texte, et c'est ça qui m'a fait garder cette phrase-là. Et puis au milieu, bon, à un moment, moi, j'écris Pocahontas où je parle de la famille. J'aurais pu lier ce texte-là à Renaud, pourtant il est assez éloigné mais Renaud qui parle à son fils, Boringer qui écrit pour sa fille. Je ne sais pas si vraiment, en tout cas, oui, ma participation, elle rythme un peu l'album. Après, voilà, je ne sais pas si vraiment elle ouvre des thématiques, je ne suis pas sûr. D'accord. Il y a quand même des thématiques qu'on retrouve dans ton écriture aussi, qui sont justement celles de la famille, tu disais. Il y avait toute la thématique autour de l'écriture, du procédé d'écriture. Enfin, comment tu penses que ça leur est venu? Pourquoi ces thèmes-là, qui sont des thèmes qu'on retrouve chez toi? Dans Il nous restera ça, on peut aborder plein de thèmes, et il y en a plein qui ont été abordés, mais bon, on retrouve des points communs en effet, parce que j'avais donné aucune indication. Voilà, on retrouve, moi j'ai écrit sur la famille, et Renaud et Boringer, ils ont écrit pour leurs enfants. J'ai un texte aussi sur, au milieu de ce monde de fous, dans ce système qui nous broie un petit peu, il nous restera quoi? Il nous restera quelques œuvres, pour nos enfants justement, pour quelques traces de ce qu'on vit au présent. Donc c'est un peu sur l'acte de création. Luciole aussi a écrit un texte qui s'appelle Nomo. Aznavour a écrit sur la création. Qu'on est artiste et qu'on crée des trucs et que c'est un peu notre métier et qu'on nous dit il nous restera ça, forcément on pense un peu à ça. Après, il y a d'autres thèmes. Ben Mazué a parlé de la rupture, Éric Orsena a parlé plutôt du monde et de l'environnement et du réchauffement climatique. On sait que c'est des thèmes qui lui tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a une espèce de conte absolument fabuleux de Fred Pellerin, qui est une légende au Québec sur la naissance du monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème? On passe par un texte de Thiéphène, espèce qui est complètement une ville un peu futuriste. En même temps, il nous donne des formules de la physique quantique. Enfin voilà, c'est Thiéphène tout craché, un texte d'une force incroyable, et en même temps, on comprend pas tout. C'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce que j'oublie? Enfin voilà, il y a quand même du coup une bonne variété de thèmes. Et justement, dans les gens que tu as choisis... Jeanne Chéral, juste pour finir, qui elle parle de la vieillesse. Il nous restera ça peut être un peu des premiers trucs. Il nous restera quoi quand on arrivera vraiment à la fin de sa vie? Et là, elle dit que quand nous aurons 100 ans. Donc voilà, c'est aussi un très joli thème à la fois d'amour, puisque c'est un couple qui a 100 ans et qui se parle. Et voilà, sur qu'est-ce qui reste de leur vie. Ouais. Et justement, ces gens, il y a une énorme diversité finalement de personnes. Est-ce qu'il y a d'autres gens aussi que tu aurais voulu voir dans l'album où le projet s'est pas fait, ou c'était vraiment ton casting idéal? Non, il y a peu de choses près, c'était le casting idéal, mais il y a eu deux refus. De refus très sympathiques, des gens qui m'ont dit « c'est un beau projet, merci, j'aurais aimé, mais je démarre une tournée, je suis pas à Paris », et l'autre, il était en plein album et il disait « il me manque même des textes pour mon album », donc voilà, mais au moins ça a été des refus clairs tout de suite qui m'ont permis de ne pas galérer et de passer à autre chose. Mais sinon, voilà, sur le casting idéal, on n'est pas loin du rêve idéal. D'accord, et donc c'est un album collectif, il y a une expo collective qui va autour aussi. La formule « il nous restera ça », il y a le « nous » dedans. Alors, le collectif, c'est quand même quelque chose qui est important pour toi dans la création, dans la musique. Ouais, complètement. Moi, c'est des journalistes qui m'ont fait remarquer ça au début, là, quand je parlais de mes premiers albums. Je dis toujours « nous ».
Je dis voilà, nous, nanana, nous, nanana, comme si Grand Corps Malade, c'était pas le nom d'un artiste, mais d'un groupe. Et ils me disent, mais pourquoi nous? Et je dis, bah oui, nous, oui, parce que moi, mon producteur, les musiciens, enfin, c'est vrai que voilà, pour moi, je vois même un projet très personnel comme mon premier album, je le vois vraiment comme un truc très collectif. Voilà, ça me paraît important. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est les collaborations, que ce soit avec des musiciens, avec d'autres chanteurs, avec d'autres auteurs, que ce soit avec même des maisons de disques. Voilà, il y a une vraie collaboration pour savoir comment on met les choses en avant. Et alors évidemment, cet album, là, le nous, il est plus présent que jamais. Et ça, j'adore ça. Souvent, des fois, enfin, je pense qu'il y a peu d'artistes qui réécoutent beaucoup leurs albums. On l'écoute au début, au moment où on est en train de le mixer, etc. Une fois que tout est dans la boîte, on l'écoute pratiquement plus. D'autant qu'on fait vivre beaucoup les chansons sur scène, donc en plus, on se le tape pas juste par plaisir. Bah là, pour une fois, je pense que c'est vraiment un album, c'est le mien, et pourtant je vais le réécouter pas mal parce que j'apparais pas sur toutes les chansons, donc du coup ça va être un plaisir de le réécouter. Est-ce que les précédents, tu les as jamais réécoutés? Non, très peu. Non. D'accord. Après, c'est vrai que je fais tellement de scènes que je fais vivre tous ces textes sur scène, donc quand j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai pas envie d'entendre mes textes et ma voix, ça c'est sûr. Mais là, voilà, c'est un album très particulier, donc celui-là, j'aurai le plaisir à le entendre, je pense. Il y en a une qui te plaît plus que les autres? Enfin, je sais qu'il faut pas faire de jaloux, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement qui te... Vraiment, c'est compliqué. Évidemment, avec l'histoire de ce texte de Renaud, où j'ai assisté à ça, forcément, ce morceau est particulier. En même temps, il y a Lino, que je suis très fier. Lino, c'est sûrement l'artiste le plus underground de l'album. Il n'est pas très connu du grand public. Pourtant, c'est une légende du rap français des années 90, que moi, je suis archi fan. Et là, il a pondu un texte d'une densité incroyable, avec des petites perles, voilà, qu'il faut aller chercher, parce que son texte est dense et ça va vite. Mais donc ouais, Lino, je suis vraiment content qu'il soit sur cet album. Et j'espère que le grand public, qui n'aime pas forcément le rap, va se dire « Ouh là là, il y a une sacrée écriture ». Voilà, en même temps, j'ai toujours un faible pour la voix de Richard Boringer. J'ai beaucoup aimé la résiliation de Ben Mazieu. Enfin voilà, petit à petit, je vais tout vous citer, donc il vaut mieux que je m'arrête là. Mais voilà, voilà, dans l'ensemble, je suis content de chacun, quoi. D'accord. Et donc, tu parlais de Lino, oui, donc qui vient du rap, et en même temps, il y a des énormes noms de la chanson française sur cet album. Alors toi, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, comment tu te situes entre la musique urbaine, la variété? Comme au premier jour de mon premier album. C'est-à-dire que je sais pas. Voilà, je suis toujours... Voilà, le slam, quand on parle de slam, c'est au moment où on est dans des bars, où c'est a cappella et où on partage la scène avec plein d'autres. Ça, c'est le slam. À partir du moment où tu as un texte en musique sur un album, c'est plus du slam. Alors moi, je suis slammer, je viens de ce milieu-là, mais j'ai jamais dit, en montrant un album, que c'est un album de slam. Ça veut rien dire. Donc du coup, à partir de là, c'est l'Antoine qui appelait ça, enfin il faisait pas du tout du slam, mais lui il disait ce qu'il faisait c'était de la chanson pas chantée. Les anglo-saxons appellent ça du spoken word. Voilà, les journalistes ils ont dit que c'était du slam parce que c'est plus facile. Moi je sais pas ce que c'est. À partir du moment où il y a un texte mis en musique sur un album, on peut appeler ça une chanson, moi j'ai pas de problème avec ça. Après même si je chante pas et que je parle, on va dire ah bah c'est du rap, ouais j'ai pas de problème avec ça non plus. Voilà, je suis pas un grand fan des étiquettes, c'est pour ça que j'aime bien réunir d'ailleurs un casting si différent sur un même album. Donc voilà, je vous laisse essayer de définir ce que je fais. D'accord, et justement le slam de base, celui qu'on voit dans les bars, pour toi est-ce qu'il s'est vraiment démocratisé aujourd'hui ? Il y a eu un espèce d'énorme engouement il y a une dizaine d'années, quand les médias ont découvert ce truc-là, en plus il y a eu la médiatisation de mon premier album, où moi j'ai beaucoup expliqué aux médias ce qu'était le slam. Donc du coup il y a un engouement médiatique. Cet engouement médiatique il est retombé, ça y est, on sait ce qu'est le slam, donc on ne va pas continuer à faire des reportages chaque année dessus. Mais le slam, l'engouement populaire du slam n'est pas retombé. Il y a des scènes ouvertes un peu partout, dans toute la France, même dans toute la francophonie. Je suis un témoin privilégié. Le slam en Afrique, c'est énorme. Il y a des associations partout. Pareil au Maroc, en Tunisie, au Québec, il y a une scène slam super active. Voilà, le slam francophone est très très actif. Et puis après, il y a ceux qui veulent en vivre et faire des albums comme moi, mais ça c'est autre chose. Mais le slam, celui qui vit loin des médias, il est super actif. Les ateliers slam aussi, ça marche, mais du feu de Dieu. Et dans les associations, dans les MJC, dans les écoles, voilà, le slam à l'école, ça marche très très fort. J'ai un projet aussi d'ailleurs pour essayer de continuer à bosser un petit peu avec l'éducation nationale pour essayer que le slam s'implante vraiment à l'école. On est là-dessus aussi parce que depuis longtemps, là, les profs ont vu l'intérêt pédagogique du slam, de faire écrire la poésie aux élèves, de les faire scander de la poésie, de scander leurs propres mots. Donc voilà, tout ça, c'est très bien vivant. Le slam vit bien. Et toi, il me semble que tu écrivais depuis très jeune aussi. Et ouais. Bon, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai. On va dire adolescent. Et comment pour toi ton écriture elle a évolué ?
Je sais pas, vraiment j'ai aucune idée. J'ai pas assez de recul, j'écris quand même trop régulièrement pour me poser. Et je te dis, je réécoute pas. Enfin, il y avait des vieux textes que je continue de faire sur scène, mais je m'amuse pas à comparer. J'espère continuer à gagner en exigence pour. Je pense que sur mon premier album, si je me pose, je vais me dire ah oui là il y avait quand même quelques facilités. Tiens ça, je pense que je le réécrirai pas aujourd'hui. J'essaierai d'aller un peu plus loin. J'espère avoir cette exigence-là. En même temps, des fois dans les naïvetés des premiers albums, il y a beaucoup de charme aussi. Mais voilà, à part te dire que j'essaye d'être toujours plus exigeant, je ne saurais pas trop analyser l'écriture. D'accord. Et oui, j'ai l'impression que maintenant tu te lances dans des projets encore plus ambitieux, c'est-à-dire que je me souviens sur l'album Funambule, il y avait la chanson sur Laurent Jacquat, c'était plus un clip, c'était carrément un court-métrage. Là, il y a une exposition aussi, donc ça devient des concepts entiers en fait. Voilà, le court-métrage du bout du tunnel sur Laurent Jacquat, c'est pas le mien. Voilà, on voulait faire un clip. Mais ça part quand même de ton... Ouais, ça part d'une chanson, ça part de mon texte. Mais du coup, c'est pas moi qui ai décidé de faire un court-métrage. C'est mon pote Mehdi Idir, qui fait tous mes clips, qui s'est dit là, on pourrait faire un truc un peu plus ambitieux. On va faire entre le clip et le court-métrage, il y a des moments où la musique s'arrête et où on développe des scènes, tout en caméra subjective, en noir et blanc. Voilà, c'est un vrai beau film, mais c'est pas le mien. Donc voilà, je rends à César ce qui lui appartient. C'est Minos, Mehdi Idir qui a réalisé ça. Là, l'expo, bon... Ça part aussi d'un clip encore, c'est encore à cause de Mehdi en fait. Mehdi, il a fait un clip de l'Heure des poètes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr, Dans l'Heure des poètes, je rends hommage à 8 poètes, et lui il a continué l'hommage visuellement en demandant à 8 artistes peintres de peindre, de faire des tableaux de ces poètes-là. Du coup, on a eu d'un seul coup 8 œuvres entre les mains qui étaient vraiment magnifiques, des vraies œuvres d'art. On s'est dit au-delà du clip, ce serait bien de les exposer. Et puis on s'est dit, on va en faire une expo liée à l'album. Donc au-delà de l'artistique, on fait un beau coup de communication pour lancer l'album. Donc c'est pas un projet d'une ambition folle non plus. Moi j'en suis très fier de cette expo. Après, c'est un travail d'équipe, de maison de disques, du clip, de machin. Moi j'ai pas créé grand chose sur cette exposition-là. Après j'en suis très fier, c'est pour mettre en avant l'album et les auteurs de l'album. Les artistes qui ont fait les tableaux, tu les connaissais aussi? Ouais, il y en a beaucoup que je connaissais, d'autres c'est Mehdi. Le graffeur qui a fait NTM et Jacques Brel, c'est un pote de longue date, c'est un graffeur du 93 qui est aujourd'hui mondialement connu, Marco 93. Il sera là ce soir, il va faire une performance en live. Harry James, c'est un pote de Mehdi, du réalisateur, depuis longtemps, lui aussi un génie, un underground, qui fait des trucs incroyables. Élise, je connais bien aussi, celle qui a fait Brassens. C'est une artiste aussi, une chanteuse. J'avais collaboré avec elle sur mon 3e album. On avait fait un texte qui s'appelle L'heure d'été. Je me dis encore Heure des poètes, ça c'était L'heure d'été. Et du coup, c'est une chanteuse lyrique. Donc mais son premier métier c'est artiste peintre. Donc oui, et la plupart on les connaît. Il y a Zapata qui m'avait déjà fait mon portrait en première partie de concert. Enfin voilà, on est allé chercher des gens qu'on connaissait et à chaque fois c'est des vrais performeurs, quoi. C'est pas juste des peintres. Il y a vraiment 8 artistes bien différents. Et donc voilà, non, c'est une super expo. Moi je suis très content. Là je suis allé voir, il y a les œuvres, il y a des citations, il y a la photo de tous les participants de l'album, y compris les réalisateurs musicaux. Il va y avoir un petit truc d'animation où on pourra se prendre en photo de profil et les gens repartiront avec la pochette de l'album, mais au lieu que ce soit mon visage au milieu des lettres, ce sera le leur. Voilà, des petits trucs un peu interactifs pour lancer l'album. Voilà, c'est un album qui est important pour nous. Ça, je dis toujours nous. Et du coup, l'album sort dans 10 jours. Donc voilà, on essaye d'en faire parler de cette manière-là aussi. Et une fois qu'il sera lancé, j'ai vu qu'il y a un clip qui est en préparation pour le titre de Ben Mazué. Ouais, il y a 2 clips. Il y a le Ben Mazué, La Résiliation. Et hier, on a tourné Pocahontas, donc un autre de mes titres. Il va y avoir un clip pour chaque chanson ou Non, je pense qu'au niveau budget, au bout d'un moment, on a déjà fait L'heure des poètes, on en a tourné 2 autres. Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. D'accord. Est-ce que c'est un album que tu penses amener sur scène à plus ou moins long terme? On va essayer. C'est évidemment un autre beau projet. Évidemment, on ne fera pas de tournée avec ça, on ne va pas tourner à 11, mais au moins 1 ou 2 belles exceptionnelles à Paris, je pense, courant 2016. Essayer de réunir, alors voilà, t'imagines le planning de ces 11 personnes-là, ça ne va pas être le plus facile. Mais si on arrive à trouver une date où on arrive à aller avoir 8 ou 9 sur les 11, ce serait déjà génial. Et là, je pense qu'on pourrait faire un beau concert. Et toi, tes projets après cet album on se calme un peu, on attend que... Non, pas vraiment. On va faire une petite pause musicale parce que je suis sur un projet de film. Moi, j'ai écrit un livre il y a 3 ans et on est sur l'adaptation. Patient. Ouais. Et du coup, j'ai écrit le scénario et
Et du coup, là, on va le réaliser. Je vais le co-réaliser avec toujours mon pote Mehdi Idir, qui a fait mes clips. Donc ça y est, en parallèle, on démarre un peu la préparation du film, le casting, les repérages et tout. Et du coup, 2016, on va faire une petite pause de musique, mais pas trop longtemps, et pour faire ce film. D'accord. Et tu seras dedans ou... Non. Je suis plus crédible, hein. C'est sur mon histoire, mais là, les héros ont une vingtaine d'années, là, je suis plus très crédible dans un rôle de 20 ans. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.